Res Publica Vox. Res Publica Vox. Vous savez bien que M. Lubac, en fait, il a une liste d'unions à la gauche et quelque part, on attendait aussi qu'il nous tend la main pour rejoindre cette union, ce qui ne s'est pas fait. Donc finalement, c'est nous qui avons pris l'initiative de contacter toutes les forces de gauche pour voir si c'est possible de faire une liste commune aux prochaines élections-là. Et on a bien vu que c'est quand même très compliqué parce que d'un autre côté, on a fait un pas en avant, on a présenté de nouvelles têtes, on a présenté vraiment une nouvelle démarche. Et de leur côté, tout le jeu était déjà fait, il fallait se ranger derrière le maire et le nombre de places assez limité, bien inférieur à notre force politique à Ramonville. Alors qu'est-ce qui explique selon vous que M. le maire n'ait pas choisi, parce que je l'ai vu dernièrement d'ailleurs dans la dépêche du midi, il appelle au rassemblement. Ah bah mais non. Et donc qu'est-ce qui explique qu'il ne se soit pas... Mais non, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur et donc il appelle au rassemblement. Mais initialement, il y avait toujours un clivage assez fort entre nos groupes. On se divise sur un certain nombre de sujets, notamment par exemple la SAC du Ruvel, un grand projet d'aménagement entre Baziège et Montgiscard. Et on a essayé de trouver en fait des compromis ensemble, mais on voyait bien que la porte était fermée. Et donc on a dit, mais nous, on a des idées, on veut les porter et on va aux prochaines élections municipales. Nous allons proposer aux Ramonvillois 2 personnes, 2 têtes de liste, 2 maires, même s'il n'y en aura qu'un qui aura le titre légal, la responsabilité et la signature, mais un travail ensemble, avec une charge mentale qui sera divisée par 2 et qui permettra de mieux travailler, de pouvoir s'adapter aux contraintes des uns et des autres. Oui, pourquoi justement faire ce choix ? Alors, nous sommes partis sur un collectif, c'est-à-dire que nous croyons à l'intelligence collective, au travail en commun, au fait que nous sommes complémentaires les uns et les autres. Nous n'avons pas tous les réponses aux mêmes choses. Et donc, c'est aussi le refus d'une politique centrée sur une seule personne, ce que nous avons vécu depuis longtemps. Et puis, enfin, l'humanité est quand même composée d'hommes et de femmes, ou de femmes et d'hommes, comme vous voulez. Et ce choix a été naturel pour notre groupe, pour notre collectif. Ça a émergé à un moment donné, cette parité, cette égalité qu'ils ont voulu, que nous avons voulu mettre en place. D'accord, très bien. Donc concrètement, si jamais vous êtes élu, il y aura un maire homme ou un maire femme de façon alternative. Vous imaginez comment ça peut se passer déjà ou pas ? Il faut bien comprendre, en fait, le maire il est élu par les conseils municipaux. Et donc, tout au début, on va élire probablement une maire pour une certaine durée, probablement jusqu'à la mi-mandat. Et après, la maire va démissionner et puis sera remplacée par un nouveau maire élu par les conseils municipaux. C'est une pratique en fait assez courante. Si par exemple un ou une maire va devenir député ou secrétaire d'État, etc. Ce qui s'est passé à Saint-Orens, donc elle démissionne et est remplacée par une autre personne. La démocratie participative, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez des propositions à faire. Il n'en demeure pas moins quand même que le maire sortant, Christophe Lubac, a mis en place un certain nombre de dispositifs en termes de démocratie participative. Qu'est-ce qui vous différencie de lui et est-ce que vous avez tiré un bilan de ce qu'il a pu faire en matière de démocratie participative ? Jürgen, peut-être ? Oui, tout à fait. Pour nous, la démocratie participative, ça veut dire vraiment associer les citoyens à la gestion de la commune. Et donc, parce qu'en fait, il faut bien comprendre la commune comme un bien commun. Et il faut que les citoyens peuvent s'approprier ce bien commun pour le gérer ensemble. Il n'y a aucune raison que toute la gestion, ça soit quelque part dans une maison qui est la mairie, et puis les citoyens sont complètement exclus de ça. Et Ramonville a un tissu associatif qui est très riche. Et donc, les gens, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de s'impliquer dans la ville. Donc, je pense que toutes les conditions sont réunies pour passer à ce type de fonctionnement-là. Et quand on regarde, par exemple, le maire a effectivement mis en place un budget participatif.
Dans son programme, il voulait mettre 1,8 million sur tout le mandat sur le budget participatif. À la fin des courses, il y avait que 435 000 euros investis, donc ça fait à peine 25%. Et même quand on regarde les choses qui étaient financées, par exemple les pistes cyclables, des assauts à vélo, etc., c'est des choses que la ville devrait faire naturellement. Je ne vois pas pourquoi il faut un budget participatif pour ce genre de choses. Par contre, par exemple, dans l'édition 2022-2023, les citoyens ils ont demandé des toilettes publiques, ils ont demandé des fontaines d'eau. Mais on les cherche toujours à Ramonville, ils ne sont toujours pas là. Et donc pour nous, ce n'est pas ça la participation dans la ville, c'est vraiment que les citoyens prennent aussi en main les choses et on les associe réellement aux décisions. Les gens ne donnent plus leur vote maintenant. Ils ont envie qu'on leur rende des comptes, ils ont envie de participer. Alors, c'est tout un travail que la démocratie participative, ça s'apprend, ça se met en place, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Mais il y a de tels défis à ce niveau-là que c'est quelque chose qu'il va falloir réussir. Et puis, à partir du moment où on impulse autre chose au niveau politique, où les gens voient une sincérité à partager, à dialoguer, je pense que petit à petit, ça va les faire sortir de chez eux. Mais est-ce que vous avez déjà des exemples très concrets à me donner de dispositifs que vous allez pouvoir mettre en place et qui vous différencient là pour le coup de ce qui a été fait par la mairie en place? Alors, l'immense défi que nous allons avoir pour le prochain mandat, c'est un défi financier. Parce que vu les coupes dans les subventions étatiques, le fait qu'on ne puisse pas augmenter plus la taxe foncière, elle est déjà très élevée, va faire que il va falloir remettre à plat les choses et puis discuter de ce dont a besoin la ville, ce que l'on peut faire, ce qu'il faudra peut-être réformer. Et ça, c'est pas à nous à le choisir. Nous ne sommes que les représentants des habitants. Res Publica Vox. Le maire actuellement, avec son groupe majoritaire, il s'inscrit dans une dynamique de construire beaucoup. On voit beaucoup d'immeubles qui sortent ici à Ramonville, toujours avec l'argument qu'il manque de logements. Mais par contre, quand on regarde les chiffres, en fait, les chiffres sont toujours têtus. Et là, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de l'INSEE. En France, on a 38 millions de logements pour 31 millions de ménages. Et donc, ces deux chiffres-là, on voit qu'il n'y a pas un problème d'offre, il n'y a pas l'offre qui manque. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est que les logements, en fait, ne sont pas accessibles aux gens. Donc, c'est en fait l'accès aux logements qui pose problème. Pourquoi ils ne sont pas accessibles? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les logements, c'est un stock capital. Les gens ils investissent dans le logement pour, en fait, stocker leur capital. Et parfois, ils ne louent même pas les logements en fait, qui sont acquis. Parce qu'en plus, ça fait monter les prix si on fait un peu de pression sur le marché. Juste un exemple, à Paris, par exemple, il y a un logement sur 5 qui est vide. Et quand on voit la difficulté à Paris pour se loger, on voit bien où en fait est le problème. Et par exemple, si on regarde un rapport de l'INSEE sur la distribution du patrimoine en France, 30,5% des ménages possèdent 50% des logements. Et donc, on voit bien, en fait, c'est plutôt un jeu capitaliste qui enlève des logements du marché. Et si on répond à cet enjeu-là en construisant plus, mais on reproduit simplement, on alimente quelque part ce jeu de stock capital où les gens vont acheter des logements et les garder à côté. Et puis, c'est pas ça qui va résoudre le problème aujourd'hui pour trouver des logements. Ça veut dire que concrètement, vous engagez à ne plus construire à Ramonville? Non, on fait pas je pense qu'il ne faut pas avoir un engagement strict là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas maintenir la dynamique actuelle qui est complètement au sol et qui ne correspond même pas à l'évolution démographique de la France. On voit qu'il y a une chute de la natalité et tout ça, ça va baisser. On sait aussi que les infrastructures, après, elles ne vont pas suivre. Parce qu'il ne suffit pas de construire. Après, il faut des écoles, il faut des transports publics, etc. Ça ne va pas suivre après. Mais quand on regarde aujourd'hui à Ramonville, aujourd'hui, là, au moment où on parle, il y a 400 logements qui sont vides. 140 de ces 400 logements sont vides depuis 2 ans. Donc il faut se demander, mais pourquoi ils sont vides? Qu'est-ce qui empêche qu'ils sont mis sur le marché des logements? Par exemple, parfois, ce qui bloque, qu'ils sont mal isolés.
Donc il faut justement investir par exemple dans la rénovation thermique. Il faut, et là encore une fois, associer les citoyens parce que ce n'est pas les logements à la commune. Il faut les inciter, les accompagner, les aider à pouvoir rénover leurs biens pour que ces logements reviennent sur le marché. L'écologie, c'est le vivre ensemble. C'est se connaître, c'est parler à son voisin, c'est se rencontrer, c'est faire des choses ensemble, c'est... voilà. Et tout ça n'a pas lieu à Ramonville? Vous trouvez qu'il y a aujourd'hui une division chez les Ramonvillois? Il y a des quartiers qui deviennent des cités dortoirs. Et il faut vraiment lutter contre ça. D'accord. Mais quand vous allez par exemple au quartier autour du métro et vous parlez aux gens là-bas, ils ne savent même pas qu'ils habitent à Ramonville. Ils pensent qu'ils habitent à Toulouse. Et donc, voilà, les gens, ils vont chez eux, ils vont dans leur appart ou dans leur logement. Et voilà, il y a certainement, comme on a dit tout à l'heure, en fait, il faut que les gens se réapproprient leur commune. C'est leur bien commun, c'est à eux. Et il faut qu'ils investissent aussi là-dedans. On voudrait justement... Tout en conservant une priorité sur les questions environnementales, j'imagine. Là, encore une fois... le maire de la commune a entrepris un certain nombre de travaux, de rénovation, notamment sur les écoles, des choses comme ça. Est-ce que vous avez vu ça d'un bon œil? Et vous, est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin? Et si oui, comment fait-on? Ah oui, bien sûr. En fait, l'écologie, pour nous, ça doit être vraiment le sujet transversal qui doit influencer tous les politiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec tous les changements qui sont en cours, si on parle du changement climatique, maintenant bien connu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'effondrement de la biodiversité, il y a aussi toutes les pollutions qui sont omniprésentes. On a l'impression qu'on est en guerre permanente contre la nature. Et les gens, ils oublient, en fait, nous sommes la nature, nous faisons partie de la nature, nous dépendons de la nature. Et donc, voilà, il faut faire avec la nature et pas contre la nature. Et donc, il faut à la fois, bien sûr, stopper ces changements climatiques, effondrement de la biodiversité, mais il faut surtout travailler sur la résilience. Un exemple concret, par exemple, tout le monde sait que les canicules deviennent de plus en plus importants, de plus en plus fréquents. Et ici, à Ramonville, déjà, parfois, les élèves sont renvoyés à l'école parce que l'école est trop chaude. À la maison. Pardon, ils sont renvoyés à la maison parce qu'il fait trop chaud. Et donc... pour nous, c'est important de protéger nos enfants et qu'ils puissent continuer à être à l'école dans les bonnes conditions. Ça veut dire, par exemple, on a un cas spécifique, c'est à l'école Angela Davis. Les parents veulent s'investir pour créer des plantations qui vont faire de l'ombre, qui vont rafraîchir les cours d'école et tout ça. Et ils voudraient même eux-mêmes y aller travailler, aider en fait à cette mise en place, mais la mairie refuse qu'il y a ces aménagements. Donc, ça reste bétonné comme c'est aujourd'hui. Et l'été prochain qui va arriver assez bientôt, il y aura les mêmes problèmes que l'année dernière, etc. Donc, pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est vraiment la priorité du mandat. Protéger nos enfants et garantir des bonnes conditions pour eux. Et nous, on va s'attaquer à ces problèmes dès le premier jour du mandat. Justement avec cette idée de verdir les écoles, enlever le bitume, faire des plantations, etc. Res Publica Vox. Alors vous avez parfaitement raison. Hein. La mobilité, c'est la question quand on regarde le bilan des gaz à effet de serre sur le territoire. C'est le premier poste des émissions, c'est la mobilité. Et donc la question, c'est comme vous dites, comment réduire? Mais c'est bien sûr, c'est la voiture. Comment réduire la voiture? Comment faire autrement? Vous connaissez peut-être le concept de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire en fait que tout est accessible, 15 minutes à pied, le commerce, les services, etc. Et donc nous, on voudrait déjà en fait faire de ça un idéal pour Ramonville, d'aller vers cette ville de quart d'heure. Et ça, il faut reprendre quartier par quartier, voir est-ce qu'il y a assez de services, est-ce qu'il y a assez de commerce, etc. Et bien sûr, après, il faut donner envie pour que les gens se déplacent à pied, à vélo. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut des bonnes infrastructures, il faut des trottoirs assez larges, il faut des pistes cyclables, des continuités, etc. Et il faut aussi des chemins ombragés parce qu'on aura des canicules en été, il ne faut pas marcher dans le soleil, voilà, dans la fraîcheur. Et donc ça, c'est vraiment pour nous un axe central. Puis vous voyez, l'écologie, c'est quelque chose de transversal. On parle des mobilités, mais on parle aussi, ça fait parler de la centralité, ça fait parler
du vivre ensemble parce que les quartiers de Ramonville, certains sont très séparés, sont très éloignés. Il n'y a pas de centralité à Ramonville. Donc, il faut vraiment créer des cœurs de bourg dans chaque quartier. Nous voulons rendre cette ville agréable pour chacun, pour tous. Donc c'est le lien social, c'est trouver des services de proximité sur place, c'est ne pas avoir besoin de prendre la voiture pour aller chercher son pain, c'est mettre dans la boucle aussi tout ce qui est ESS, enfin économie sociale solidaire. À Ramonville, vous avez beaucoup d'associations qui œuvrent pour que justement les producteurs puissent directement venir vendre leurs produits, éviter les intermédiaires, permettre un accès à une nourriture saine, à une nourriture de qualité, à une nourriture durable pour tous. Res Publica Vox. Alors, la sécurité est vraiment une question clivante. Chacun l'analyse à l'aune de ses propres convictions. Pour moi, la sécurité, ça doit d'abord être quelque chose qui repose certes sur des chiffres de la gendarmerie, mais aussi sur un travail de diagnostic. Aller dans les quartiers avec les habitants, voir quelle est la nature de l'insécurité qu'ils ressentent, et à partir de ce diagnostic, à partir des causes certainement différentes selon les lieux, pouvoir mettre en place des actions. Alors, dans ces actions, j'ai toujours été pour la prévention. Dans mon métier antérieur, ça a toujours été le fil rouge. Il me semble évident qu'il faut d'abord faire de la prévention. Donc, connaître les causes et, à partir de là, mettre en place des choses. On en revient au lien social pour certaines causes. À partir du moment où les gens commencent à se connaître, à parler ensemble, à avoir des activités. Donc, les aider à faire des événements, les aider à se rencontrer, à se connaître, à ne pas avoir peur les uns des autres, à créer une solidarité aussi. Je pense que déjà, il y aura une grande part du travail qui sera fait. Et ça, les caméras de vidéoprotection, elles ne le feront pas. D'accord, j'allais vous poser la question parce que vous savez que c'est une des solutions, ou en tout cas une des propositions de Sylvie Brault, qui est candidate elle aussi à la municipalité, puisqu'elle a interpellé à plusieurs reprises le maire de la commune sur ces questions-là. Vous ne croyez pas du tout au développement de la vidéoprotection? La vidéoprotection, Madame Brault le dit elle-même, ne fait que déplacer le problème. Elle y pense pour les dépôts d'ordures, les dépôts sauvages. Parce que ça, c'est vraiment un vrai problème. C'est un vrai problème, tout à fait. Mais donc, la vidéoprotection va permettre un certain nombre de résolutions de plus de cas de cambriolage ou que sais-je. Mais ça serait quand même mieux de les prévenir, ces cambriolages, déjà, que de les résoudre. C'est la première chose. La seconde, on a vu des grosses voitures déposer, sortir de leur coffre beaucoup de poubelles et les déposer comme ça. Et pour moi, ça tient plus de l'incivilité. Bon, alors là, si ces gens-là doivent juste aller dans un coin un peu plus sombre, un peu plus reculé, je n'en vois pas trop l'intérêt. Et puis pour moi, c'est juste ne pas avoir envie de participer au financement d'un service commun. Et peut-être qu'il faut remettre le commun justement au centre du débat. Cette question des poubelles, elle est récurrente. Moi, à chaque fois que j'ai eu à poser la question à tous les candidats que j'ai pu rencontrer, soit encore une fois à Ramonville ou à Castanet, parce que les problèmes se posent aussi à Castanet. Il y a des dépôts sauvages comme ça de poubelles, à côté des containers qui nécessitent un badge pour pouvoir notamment les ouvrir. Alors je sais c'est une question aussi qui relève du SICOVAL, mais quel regard vous portez sur cette situation qui pollue dans tous les sens du terme la vie d'un certain nombre de personnes? Alors, en fait, on a ces débats très animés au SICOVAL parce que c'est vraiment tout le territoire du SICOVAL qui ont ce type de problème. Et effectivement, c'est lié aux colonnes enterrées. Il ne faut quand même pas oublier que
grâce aux colonnes enterrées et à la levée aussi au poids. Ça veut dire en fait on va uniquement prendre les poubelles quand ils sont pleins, donc on réduit en fait les volumes de déchets. Sur le territoire des Sicoval, les déchets par habitant exprimés en tonnes, c'est à peu près la moitié comparé à Toulouse. Donc il y a quand même des vertus à cette méthode-là qui sont importantes. Par contre, il y a des effets collatéraux et là, il faut regarder ce qu'il faut faire. Nous, on pense qu'il faut quand même regarder cas par cas. Par exemple, il y a des endroits comme la Cité Rose où ils ont gardé en fait, les poubelles collectives et où il n'y a pas des colonnes enterrées. Après, dans de nouvelles constructions, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a plus d'espace pour revenir à un système comme ça. Donc même de dire aujourd'hui, on va revenir à un système avec une intégration du coût de levée dans la taxe, ce qui fera d'ailleurs augmenter la taxe, ce que Mme Brouve va faire. Donc c'est une certaine contradiction là-dedans. Mais si on fait ça, voilà, ça ne peut pas fonctionner partout. Hein. Res Publica Vox. Alors l'inclusion, c'est un sujet, il existe différentes sortes de handicap. Donc on ne peut pas parler que d'un seul handicap. Nous avons dans notre liste, dans notre collectif, donc 3 personnes sourdes. Nous sommes sensibilisés aux problèmes à leurs problèmes. Mais après, il y a la mobilité, il y a tout un tas d'autres handicaps. Donc, je ne veux pas réduire ça juste au niveau de nos concitoyens sourds. Et le problème qui se pose par rapport à l'éducation, alors là, les sigles... Oui, vous pouvez les épargner, même, c'est pas grave. Le PJS, c'est un effet de seuil. Ouais. C'est vrai que Ramonville, parce que ce n'est pas Toulouse en réalité, c'est une toute petite collectivité qui porte cette charge par rapport à une académie comme celle de Toulouse qui devrait s'en charger. Donc il y a un déséquilibre net. Sur toute la France, il n'y a que 3 centres, effectivement, complets d'éducation. Il y a un effet de seuil. Comment gérer un effet de seuil ? Je pense qu'il faut surtout être un peu flexible parce qu'il y a des années, effectivement, il y a plus d'arrivées, donc il ne faut pas se borner sur un seuil qui est fixe. S'il y a 2 personnes de plus qui arrivent, pourquoi pas les accueillir ? Cette année, par exemple, on n'a même pas rempli les quotas des 56, donc voilà, il y a des fluctuations, des variations. Et je pense là, il faut être pragmatique, il faut être un peu aussi avec les parents. Bien sûr, en fait, derrière le jeu qui s'est fait, c'est un jeu politique parce que c'est aussi une manière de mettre la pression sur les autres communes, de aussi mettre en place ce type de programme. Res Publica Vox. Alors déjà, il faut regarder quelle est la situation aujourd'hui. En fait, quand on regarde sur le dernier mandat, pour quelqu'un qui a payé au début du mandat en 2020 1 000 euros, aujourd'hui, il va payer 2 243 euros de taxes foncières. Donc, ça a plus que doublé la taxe foncière. Après, il faut regarder, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Là-dedans, il y a une augmentation de 300 euros qui est liée à l'inflation. Parce que ça, on ne parle jamais du fait que la taxe foncière est indexée sur l'inflation. Donc, de dire que la taxe foncière ne va plus évoluer demain, c'est simplement, c'est pas tenable parce que c'est l'État qui va la faire augmenter naturellement par l'inflation. Deuxièmement, donc, il y a la partie de la commune, c'est 900 euros sur les 1200 d'augmentation. Et après aussi le Sicoval, on ne parle pas aussi, il y avait aussi une légère augmentation de la taxe foncière au niveau Sicoval, ça fait 35 euros sur les 1200, pour donner les chiffres. En total, sur le mandat, la ville a collecté 16,8 millions d'euros de plus avec cette augmentation. Et à peu près 10 millions sont allés dans le fonctionnement. 10 millions sur le fonctionnement. 10 millions, ça veut dire 60% de ces augmentations ont été absorbées par le fonctionnement. Pour qu'on comprenne bien, et les gens qui nous écoutent, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, et effectivement, pour nous, on dit qu'il faut quand même regarder de manière critique, voilà, qu'est-ce qui est derrière le fonctionnement.
Actuellement, on n'a pas vraiment accès à toutes ces informations en détail, mais c'est certainement pour nous un examen qu'on va faire, et une fois qu'on est élu, de regarder précisément qu'est-ce qu'on peut faire en de fonctionnement. Mais surtout, on revient encore une fois à la participation démocratique. On voudrait discuter ça aussi après avec les citoyens, parce qu'il y a bien sûr des arbitrages à faire entre investissement et fonctionnement. Il faut investir justement pour rénover les écoles, on en a parlé. Et donc, il faut regarder, OK, dans ces cas-là, quels services, par exemple, baisser? Ou est-ce que vous êtes prête à peut-être payer plus de taxes? Ou est-ce que vous êtes prête à que les tarifs de la piscine augmentent, etc. Il y a pas mal de variables d'ajustement. Et on ne voudrait pas faire ça. Nous, on n'a pas la sagesse là-dessus. C'est la population aussi qui doit dire, OK, entre ces arbitrages-là, mais nous, on préfère plutôt ça que ça. Quel est l'état financier aujourd'hui à la fin des 2 mandats, 2 ou 3 mandats de Christophe Lubac? 4 enfin, mandats. 3, pardon, il en a fait 3, il se présente pour un 4e. 3 mandats et puis se présente pour un 4e. Donc, quel est l'état aujourd'hui des finances à Ramonville après donc, ces 3 mandats? Alors, c'est toujours, malgré les chiffres que l'on nous présente, c'est toujours un petit peu difficile à dire, mais en tout cas, l'épargne est basse. L'épargne nette est basse. Et ce sont ces frais de fonctionnement qui ont toujours plombé l'épargne de Ramonville, qui ont toujours obligé à augmenter la taxe foncière. Si je vous donne un exemple, en 2008, les écologistes voulaient mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments publics. Ça aurait fait baisser la note énergétique. Et donc la piscine a représenté pendant 14 ans un gouffre financier. C'était une passoire énergétique. Elle a été rénovée il y a 3 ans. Elle prenait un tiers du budget en énergie. Elle aurait été rénovée il y a 14-15 ans. Automatiquement, cet investissement se serait autofinancé. Oui, ce que vous reprochez, j'ai l'impression, c'est qu'il y a eu des décisions qui ont été assez tardives et qu'on a pris conscience des choses de façon trop tardive. Sporadique. Voilà. C'est la critique principale que vous formulez, j'ai l'impression, à chaque fois que vous pouvez prendre la parole. C'est ça. Non, mais oui. Ça, c'est surtout, par exemple, sur la rénovation énergétique. Il y avait déjà au précédent mandat une analyse très détaillée sur les bâtiments, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on peut changer et tout ça, et rien n'a été fait. Et donc là, ils ont refait une analyse et ils commencent maintenant à investir effectivement dans la rénovation énergétique. Mais même ça nécessitait à la fin du mandat un emprunt assez important, parce que malgré l'augmentation de la taxe foncière, les caisses étaient vides, et donc pour investir, mais il faut emprunter. C'est pour ça qu'on ne sait pas exactement l'état des finances que l'on trouvera. Res Publica Vox. Alors ce qui a été délégué, c'est un lieu. C'est le centre culturel, qui est devenu le Kiwi, et qui donc reste fermé une partie de la semaine, et c'est ça que l'on déplore, parce que le travail d'Artaud est très bien. Mais ce manque de lieux où les gens peuvent se réunir à n'importe quel moment de la journée, ça pourrait être justement l'ex-centre culturel, parce qu'il pourrait être ouvert sur des plages horaires beaucoup plus importantes. Là, il est ouvert de 14h à 18h à partir du mardi au vendredi. Le samedi et le dimanche, il est fermé. Le lundi, il est fermé. Un endroit où on peut aller prendre un café, discuter avant le cinéma, dans la journée après les courses ou avant. Voilà. Après, le tissu, effectivement, culturel est présent. Est-ce que tout le monde se retrouve dans l'offre ? Ça, c'est peut-être une question à poser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Et après, je pense par exemple aussi à la médiathèque, parce que vraiment, ça fait aussi partie de la culture, mais souvent, quand même pas très souvent ouvert. Et notamment, par exemple, le dimanche, quand vraiment les gens ont du temps de lire, de faire quelque chose autre que les courses ou les enfants ou toutes ces choses-là. Et là, c'est fermé. Donc, je pense aussi qu'il faut vraiment réfléchir comment on peut donner un accès le plus large possible à la population aux offres culturelles qui sont assez riches quand même à Ramonville. Et je trouve que c'est dommage que ces offres-là, mais ça reste des bâtiments fermés quand même une bonne partie de l'année. Voilà, mais en s'appuyant sur les citoyens, pas en étendant les plages horaires des salariés.
Res Publica Vox. Res Publica Vox. Souvent, on a ce débat au conseil municipal, est-ce qu'il faut parler des choses qui ne concernent pas directement la commune? Et souvent, c'est ce type d'engagement-là. Là, je peux seulement donner une vision personnelle. Moi, je trouve que c'est important, les valeurs. Parce que les valeurs, ça nous identifie. Et c'est des combats aussi. Et, par exemple, on avait la discussion, est-ce qu'il faut faire une motion sur l'A69, la construction de l'autoroute entre Toulouse et Castres? Moi, je trouve que c'est important parce que ça montre un positionnement aussi, ça montre une certaine clarté. Après, d'aller jusqu'à aller au conflit avec la préfecture, là, effectivement, c'est un peu déplorable parce que ça coûte aux contribuables. Et pour une chose qui est perdue d'avance, est-ce que c'est la peine d'aller jusque-là? Moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Res Publica Vox. Res Publica Vox. Ben déjà, la première chose, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la moitié des politiques de la commune sont pris en charge par les Sicoval. Quand on regarde ça d'une manière budgétaire, en fait, la moitié du budget, c'est la commune, l'autre moitié, c'est les Sicoval. Donc, bien sûr, ce n'est pas forcément sur le territoire local, mais ça nous impacte aussi. C'est quand même tous les communes du Sicoval qui vont sur ce projet-là. Évidemment, c'est un projet que nous, on trouve inutile, parce qu'il faut quand même savoir que c'est 110 hectares de terres agricoles qui seront artificialisés. Des meilleurs. Il y a des meilleures terres. En fait, il y a un agriculteur qui est expulsé. C'est le seul qui fait en circuit local vendre des pommes de terre sur le Sicoval. Cette zone est installée en face d'un échangeur autoroutier. Ce n'est pas pour y aller à pied, hein. C'est pour que les camions puissent circuler. Et on a fait même un bilan des gaz à effet de serre de cette zone-là. C'est un désastre. Et comment aujourd'hui encore on peut soutenir ça, j'arrive pas à le comprendre. Et c'est pas uniquement soutenu un peu mollement. En fait, c'est vraiment défendu par le maire Christophe Lubac. Donc, pour moi, c'est pas cohérent. On peut pas dire ici, je suis super écolo, je fais plein de choses, et soutenir une telle zone, un tel désastre à l'autre côté du Sicoval. Donc, ce n'est pas cohérent et pour nous, ça sera effectivement assez central dans la campagne. C'était même central dans les discussions qu'on avait eues au début de l'année avec les autres groupes de gauche à Ramonville. Et pour nous, ça restera un combat. Res Publica Vox. Res Publica Vox. Par exemple, nous, on voudrait bien qu'à la fin du mandat, tous les parents laissent leurs enfants aller à pied ou à vélo à l'école. Ça veut dire, en fait, il faut des continuités piétons, cyclables, etc. Et donc, voilà, il faut des aménagements. Aujourd'hui, il y a pas mal d'aides. On croit aujourd'hui, en espérant qu'ils sont encore là demain, pour tout ce qui est vélo, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le Sicoval a voté un plan ambitieux en termes de vélo, parce qu'il y a des moyens de financer ça. Et donc, ça, c'est certainement c'est une des grandes priorités qu'on voudrait mettre en place. D'accord. Ensuite, aménager la ville, faire disparaître tous les îlots de chaleur qui participent encore à ce réchauffement, à cet inconfort tous les étés. Donc, voilà, ça veut dire des bitumés, ça veut dire planter, ça veut dire faire des cheminements confortables l'été, adapter cette ville. Et après, il y a vraiment à associer la population, comme on a déjà dit, vraiment à la gestion de la commune. Juste un exemple, je parlais de rénovation énergétique tout à l'heure. Il y a des gens ici à Ramonville qui ont de l'expérience sur la géothermie, sur les pompes à chaleur, sur les panneaux solaires. Et je suis sûr qu'ils ont envie de partager ça avec leurs voisins, avec leur quartier, etc. Comme je disais, il y a un tissu associatif qui est très dynamique ici. Le but, ça serait effectivement de mobiliser ces gens-là pour aussi accompagner en fait des politiques de la ville en associant la population à la collectivité. Oui, et puis surtout arrêter le turnover sur Ramonville qui prouve qu'il y a des endroits qui sont des cités dortoirs. Donc ce lien social, c'est vraiment très très important pour nous, c'est la base de tout. Imaginons Christophe Lubac au second tour se retrouve face à Sylvie Brault et il vous demande de rallier vos forces aux siennes. Qu'est-ce que vous dites? Ou inversement d'ailleurs. Mais
Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il y a un jeu d'alliance aujourd'hui. Christophe Lubac l'a dit dernièrement à la Dépêche, il ne faut pas que la mairie de Ramonville tombe entre les mains de la droite, en parlant de Sylvie Brault. Est-ce que vous seriez prêt à laisser la municipalité entre les mains de la droite? Déjà, je pense qu'il faut jamais faire la politique en faisant peur. On voit bien qu'aussi au niveau national, qu'est-ce que ça donne. Donc je pense qu'il faut regarder sereinement. On va déjà voir qu'est-ce que les Ramonvillois vont choisir au premier tour. Et en fonction du message qu'on aura reçu au premier tour, on regardera ce qu'on fera au deuxième. Oui, parce que nous faisons partie d'un collectif et c'est quelque chose qui n'a pas encore été débattu. Pour l'instant, nous venons à peine d'être élus tête de liste. Donc nous avons encore beaucoup de choses à construire et à mettre en place. Res Publica Vox.